Madame, monsieur, bonjour. L'Afterlap, épisode 104, le podcast du sport auto spécial Grand Prix de Turquie. 16e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Laurent-Frédéric Gollet, votre serviteur. À mes côtés, en audio et en vidéo sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Tristan Gomandi, bien sûr, notre expert F1. Salut Tristan. Salut à toi. On se retrouve une nouvelle fois après un Grand Prix. Tristan, pour bien débriefer ce qu'on a vu. Avec, alors là j'ai envie de dire, un bilan un peu paradoxal a priori. On va commencer comme ça. Tout était réuni pour que ce soit un Grand Prix fabuleux. Avec une pénalité pour Hamilton, donc il part 11e, on sait qu'on va avoir droit à une remontée, un suspense. Il pleut, ou en tout cas une sorte de crachin qui fait que ça va pimenter la course. Donc tout est réuni, et puis j'ai envie de dire qu'il s'est passé pas grand-chose. Est-ce que tu as eu le même sentiment ? Ouais. Alors après, il y a quelques pilotes qui ont fait des belles remontées, il y a eu 2-3 événements, mais finalement c'est vrai que la hiérarchie et les niveaux de performance des uns et des autres étaient quand même relativement, à part Sainz, on a envie de dire, ça a vraiment été le pilote qui a vraiment fait une très très belle course, remontée, pas d'erreur, vraiment très belle prestation. Après c'est vrai que les autres, quand même, Lewis s'est bien remonté. Il a commencé à buter et je dirais que le caillou dans la chaussure a été Tsunoda, avec lequel il a perdu énormément de temps. Et après Pérez a pu résister aussi. Et après Pérez a fait le job. C'est vrai que la dégradation, ce qui a joué un point très important, c'est la dégradation des intermédiaires et puis le choix des uns et des autres sur le renouvellement. À quel moment finalement renouveler les inters, ou même si on regarde Vettel qui a tenté les slicks, alors, même dans les slicks il a mis les jaunes, là où on se dit quand même c'est étonnant. Alors est-ce qu'il en avait plus de disponibles? On n'a pas la réponse, mais enfin c'était très très étonnant quand je l'ai vu repartir avec les gommes non pas intermédiaires mais les médiums sur le mouillé gras. J'avoue que j'ai pas compris. Déjà que c'était un choix osé. Voilà. Tout le monde était content qu'il y en ait un qui le fasse. Oui, d'accord, bien sûr. On savait. Bien sûr. Tout comme quand Ricciardo a été le premier à prendre la décision de s'arrêter. Donc ça a été des points où je pense que l'ensemble du paddock était très intéressé à voir ce que ça pouvait donner. Vettel, définitivement, ça a été un échec. La question était réglée. C'était juste inconduisible. Après, c'est vrai que tous les ingrédients étaient réunis pour avoir quelque chose d'un peu spectaculaire. Ça ne l'a pas véritablement été. Ce Grand Prix a accouché, pour reprendre l'expression, un peu la montagne a accouché d'une souris. Jusqu'à 10 tours de la fin, en fait, tout était en place par rapport à ce qui devait être fait. C'est-à-dire, Bottas devait gagner pour Mercedes. Il était en train de gagner. Verstappen devait faire le meilleur résultat possible. Il était en train de terminer deuxième, sans espérer mieux, mais en capitalisant. Et Hamilton devait remonter et il se dirigeait vers le podium. Mais c'est vrai, Tristan, et ça c'est le gros point de discussion de ce Grand Prix, est-ce qu'il y a eu un micmac chez Mercedes? En tout cas, on a a priori mal géré la situation. Donc je te la rappelle, est-ce qu'on doit arrêter Lewis Hamilton? On lui demande de s'arrêter, lui il dit non dans un premier temps. Tu comprends ça qu'un pilote dise non? Bien sûr. Comme Leclerc, qui à un moment donné s'est posé clairement la question se posait. En fait, c'est très très compliqué. Il y a quand même des paramètres, que même eux, professionnels, ou même avec tous les essais qu'on peut faire du monde, il y a des moments très importants dans l'usure du pneumatique. Et là, il y a un moment de rupture. C'est-à-dire qu'on voit que les intermédiaires ont ce moment de graining sur une piste simplement grasse, donc ça prend du mouvement, et ça c'est un truc que les pilotes connaissent bien. Lorsqu'on commence à rouler avec des pneus pluie ou des pneus intermédiaires, quand ça commence à sécher, ça commence à prendre du mouvement, et en surface la gomme commence à surchauffer. Et là, c'est là où ils ont ce moment dans les 4 premiers tours, parce que c'est là où il y a le plus de gomme sur le pneumatique, et ça commence à prendre du graining. Et là, pendant 3-4 tours, il faut l'user la gomme. Il n'y a pas d'autre solution que de l'user et de nettoyer le pneu. Et du graining, c'est quoi? C'est tout simplement de la gomme qui vient se détruire et qui vient faire des amas de gomme sur le pneumatique. Et ça, il faut l'user, il faut l'arracher. Et à partir du moment où vous passez ce cap, à ce moment-là, le pneu reprend de la stabilité et reprend de la performance. Donc il y a une phase intermédiaire de l'intermédiaire, si j'ose dire. Il y a effectivement cette phase. Donc vous êtes obligé de prendre en considération, parce que
quand vous repartez avec les inters et que vous voyez bien que c'est gras et que ça lève quasiment plus de flotte, donc ça veut dire que le pneu va surchauffer, il va y avoir cette période de graining. On l'a vu avec Lewis, il a perdu 3-4 secondes par rapport aux autres. Et puis après, il y a ce moment qui est extrêmement difficile à juger, parce que des situations comme celle-ci, il n'y en a pas tout le temps. Non. Donc, même si vous faites des essais, vous n'avez pas toujours ces conditions-là, c'est pas toujours le même circuit, c'est pas... Donc, je pense que pour les teams, et même pour Pirelli, c'était une inconnue. Et donc, Lewis, que ce soit les deux qui ont vraiment tenté et qui ont été très tentés d'aller au bout avec ça, ça a été Leclerc et Hamilton. Voilà, et Ocon, donc, il a fait. Et Ocon, qui lui, l'a fait. Voilà, mais bon, il faut dire qu'il avait quand même pas la même chose à jouer, pas le même niveau de perfo. Mais en tout cas, Leclerc-Hamilton, à un moment donné, et j'ai envie de dire 3-4 tours avant de s'arrêter, le pneu se stabilise. Et que finalement, même s'ils perdent 2-3 dixièmes au tour, ça fait toujours pas la rue Michel avec le temps que vous allez perdre à vous arrêter, changer de pneu et repartir. Et vous tapez les 3-4 secondes de graining. Donc c'est sûr que les pilotes dans la voiture, l'un qui est en train de mener le Grand Prix, l'autre qui est troisième, qui se dit là je suis en train de faire une bonne opération. Je peux peut-être pas espérer mieux, mais je signe. Je peux peut-être le tenir. Oui. Alors il n'a pas la vue globale et le lap time de l'ensemble de tout le monde. Mais c'est vrai que on pouvait jusqu'à 5-6 tours de l'arrivée, on pouvait tout à fait imaginer que Hamilton puisse tenir suffisamment le pace. Finalement, Mercedes lui ordonne de revenir en fait. C'est ça, on le sait maintenant, ils lui ont dit tu reviens. Oui. Et alors, il s'est exécuté. Là où on n'aura pas la réponse. Et je pense que Pirelli l'a aujourd'hui, ce matin, parce que après le Grand Prix, il y a l'analyse des pneus, il découpe le pneu, il regarde les épaisseurs de gomme, il regarde la structure du pneu et toute une analyse est faite. Mais sur le moment même, finalement, il y a deux paramètres qui ont déterminé. C'est à un moment donné, le pneu il s'écroule. Et on voit qu'Hamilton, à un moment donné, il prend une seconde et demie au tour, il se bat comme un chien. Lui, il voit bien qu'il est moins vite, mais il trouve ça très supportable, mais il ne connaît pas le rythme des autres. Et là, les autres, on voit bien que quand ils ont passé ce moment de graining, un Sainz roulait 1 seconde et demie plus vite, 2 secondes plus vite au tour. Donc, c'était pas tenable. Mais ça, c'est venu quand même, franchement, très soudainement. Et donc là, Mercedes, zéro doute, ils se sont dit là, ça va être compliqué. Et là, il risque de toute façon de terminer 5, voire même 6. Parce que Norris est en train de pousser fort aussi de son côté. Et puis, il y a, je pense, vraiment le paramètre, et je pense qu'on n'aura jamais véritablement la réponse, parce que c'est de toute façon généralement des paramètres qui restent confidentiels au grand public, mais c'est combien de gomme il reste sur l'intermédiaire. C'est qu'à un moment donné, c'est certain que Mercedes avait à prendre en considération la possibilité que le pneu ne tienne pas jusqu'au bout. Et alors là, si Hamilton explosait un pneu et devait finir le tour au ralenti, et là finissait P15, là il avait tout perdu. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un effet de levier. Mais tu as raison Tristan, pourquoi ? Parce que chez Renault, enfin chez Alpine, pardon, Ocon l'a dit, je crois pas que j'aurais pu tenir un tour de plus. Le sous-entendu, mon pneu éclaté. Parce qu'il y a un moment donné, il n'y a plus de gomme sur le pneu. Donc vous êtes à la toile. Une fois que vous êtes à la toile, là ça devient compliqué. Parce que là, le circuit commençait à avoir des trajectoires sèches. Et on voyait qu'il y avait quand même une partie qui devenait de plus en plus importante. Peut-être 20, 30, 40% du circuit commençait vraiment à être sec à la fin. Et là, quand vous commencez à rouler sur la toile, non seulement il y a l'adhérence, mais le pneu, vous l'explosez. Surtout avec les niveaux de charge et la vitesse qu'ils ont en ligne droite. Donc ce paramètre-là, c'est certain que Mercedes, à un moment donné, ont mis ce paramètre dans l'équation. Et de se dire là, ok, ça peut peut-être aller au bout, et finalement, au bout du bout, ça va peut-être s'équilibrer. S'il reste en piste avec ce niveau de perfo-là, allez, il va sûrement faire 5 peut-être, ou peut-être faire 4, mais le niveau de risque de rester en piste et d'exploser un pneu, parce qu'il n'y avait tout simplement plus de gomme, parce que ces pneus ne sont pas faits pour rouler sur du sec pendant un Grand Prix complet, c'est-à-dire 55 tours. Pirelli n'ayant pas la réponse, et sûrement que Pirelli, par l'expérience et l'état des pneus des autres, sont allés voir Mercedes en disant là, gros risque. Et à un moment donné, Mercedes ont dit ok, désolé, on pique. Il y a une décision à prendre, soit c'est 3, mais ça se trouve on perd tout dans 10 secondes, soit c'est 5 et on a assuré le minimum. Exactement. C'est ça, et ils ont assuré la 5e place. Et pour moi, c'est obligé qu'il y ait eu ce paramètre-là. Parce que sinon c'est vrai que de l'extérieur,
de l'extérieur, si on prend Oui, pas en toi, considération ça n'a pas de sens. Ouais, Même Leclerc. ouais. Alors il y a un niveau de perfo où on voyait bien que Leclerc, à un moment donné, c'est pareil. Soudainement, ça s'est écroulé. Oui. Et là, il prenait 2 secondes au tour. Mm. Et là, c'était sûr. De Ouais, toute c'est façon, ça. il ne jouait plus la victoire. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, lorsque tu passes le cap des 7-8 derniers tours, tu te dis, non, mais là, ça n'a plus de sens de s'arrêter. Oui, bah Là, c'est ce qui s'est passé pour là, faut aller au bout. Et bah oui, bah non, voilà. Et c'est vrai que c'était le choix, eux, dans la voiture. Oui. C'était clair pour le pilote. Oui. Après, quand on prend en considération ce qu'on vient de dire, avec la possibilité probablement, franchement forte, d'exploser un pneu ou que le pneu ne tienne pas, donc là, vous avez tout perdu. Là, c'est 15 dans le meilleur des cas, voilà, parce qu'il faut rouler au ralenti. Ouais. Donc... Non, a posteriori, ça semble facile. Il fallait la jouer safe, entre guillemets, façon un peu Bottas et Verstappen. On s'arrête après Ricciardo, avant la fin de la course, et même si on perd dans un premier temps de la position, au bout du compte, on a de quoi aller au bout sans problème. Là où Hamilton et Leclerc, effectivement, de par leur position et leur situation respective, étaient confrontés à un pari. Oui, voilà. Oui, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui a fonctionné. C'est qu'Hamilton, en ayant cette stratégie-là bloquée par Pérez, il a souhaité faire plusieurs tours pour se retrouver, créer l'écart avec Pérez et se retrouver devant lui. Alors oui, il l'a fait pendant les 3 tours, où Pérez a pris du graining. Oui. Sauf qu'une fois qu'il avait passé ce cap-là, et à un moment donné, de toute façon, il n'avait plus le temps de faire quoi que ce soit avec les interneufs. Donc c'était un moment bâtard où sportivement, il fallait rester en piste, mais tactiquement il aurait fallu s'arrêter comme les autres. Mais bon, c'est facile à dire. Mais je suis convaincu maintenant, alors soit ils auraient la conviction que le pneu pouvait terminer le Grand Prix, auquel cas peut-être qu'il resterait, mais j'en suis même pas sûr parce qu'il perdait beaucoup. Ou alors il s'arrêtait au même moment que tout le monde. Et là, à la régulière, d'aller doubler Pérez et d'aller chercher. Non, mais le fait est que cette 5e place d'Hamilton apparaît comme un échec, alors que sur le papier, c'est quand même 6 places de gagner par rapport à sa position de départ, puisque donc il y avait cette histoire de pénalité, il partirait quoi qu'il arrive, plus 10 places par rapport à sa qualif, donc meilleur temps des qualifs, il est parti 11. Toi comme moi, j'imagine, on se supputait un peu des paris, c'est évident qu'il avait de quoi revenir dans le top 5, ça c'est sûr, et podium sans doute. Et c'est vrai que du coup, 5, c'est un échec, entre guillemets. C'est tout juste assez. Quoi. Surtout en partant au milieu de grille, on a forcément comme référence un Verstappen qui est parti dernier, qui fait 2. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'à 15 jours d'intervalle, les circonstances sont quand même plus favorables pour Hamilton. Et finalement, il ne fait que ça. Red Bull a mieux capitalisé et Verstappen a donc plus c'est marqué. vrai qu'ils s'en sont pas sortis comme, à mon avis, le plan était prévu de base. Tout à fait. Alors, cette dernière question quand même pour toi, Tristan, pilote. Je rappelle, mesdames et messieurs, si tant est que vous ne le saviez pas, que ce monsieur a gagné le Grand Prix de Macao F3. Il a fait une pole hors Champ-Car, il a été sur le podium du Mans, il fait des podiums en ELMS encore maintenant. Enfin bon, c'est un pilote super pro, quoi. Le dimanche. Voilà. Non, ouais, le dimanche, tu brilles. Bon, voilà. Toi, pilote, toi, te mettant forcément dans un baquet, puisque tu es encore régulièrement dans un baquet, t'imaginant à Istanbul, quand tu regardes ces Grands Prix, tu es obligé d'avoir des réflexes de pilote. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire hier? Tu aurais voulu effectivement aller au bout sans t'arrêter? Tu te serais honnêtement dit que c'était pas possible d'avoir un slick au bout d'un intermédiaire qui devienne un slick? Ce circuit d'Istanbul, en plus, tu le connais. Par rapport à ce que tu connais de lui, ses caractéristiques, ce crachin qui ne s'en va pas, qui reste permanent. On était dans quelle configuration hier? Un truc de dingue, un truc compliqué, un truc au contraire où il fallait la jouer très, très, très modeste? Comment... Non, c'est une piste. Alors, c'est une piste quand même qui a été un peu atypique parce que il y avait un éventuel crachin effectivement dans quelques virages, mais de manière générale, on a pu voir que le circuit a mis très longtemps à sécher. Et d'ailleurs, il n'a pas séché. Non, je suis d'accord, il n'a pas séché. Il a séchoté. C'est devenu du mouillé, du gras, c'est resté gras très longtemps. Et de toute façon, il y a un moment donné, même si une trajectoire sèche dans les tout derniers tours, on pouvait effectivement voir qu'il y avait probablement possibilité dans les quelques derniers tours d'aller mettre du slick. Sauf que de toute façon, vous n'en faites rien parce que cette possibilité du slick, déjà, elle est avortée du fait que
vous ne pouvez pas doubler. Mhm. Déjà là, il y a une trajectoire qui est extrêmement serrée, qui est la trajectoire de la voiture. Si à un moment donné vous voulez doubler, il faut vous écarter et vous mettre dans le mouillé. Et dans le mouillé avec du slick, c'est plié l'histoire. Donc le slick n'était pas envisageable. Après, l'intermédiaire, encore une fois, humainement, il y a un cap. Enfin, quand dans la voiture, et j'en suis quasiment certain, et d'ailleurs on le voit avec Leclerc, encore une fois, avec Leclerc et Hamilton. Ocon, c'est un autre sujet. Ils n'avaient pas du tout les mêmes enjeux. Mais Leclerc et Hamilton, ils ont senti qu'ils avaient passé le cap. Ils ont senti qu'à un moment donné, le moment butoir de prendre la décision de dire on s'arrête ou on continue, les deux l'avaient passé. Et tu le sens dans la voiture. À un moment donné, tu vois bien, tu sais comment il reste de tout. Tu as le décompte sur ton dash, tu as tout, tu vois bien. Tu te dis là, je m'arrête, c'est mort. Je sais que je vais prendre du graining parce qu'ils le connaissent par cœur. Je vais prendre du graining, machin, ma course est mort. Ma position va globalement être figée au moment où je vais ressortir du box. Donc évidemment, humainement, je pense que ma réaction aurait été la même qu'eux. Soit tu te dis, tu te sens fort et à la régulière, tu te cales sur la tête de la course et tu dis bon, on s'arrête au même moment et à moi de faire la différence. Et il aurait peut-être pu le faire. Et je pense que après coup, je pense qu'il avait plus de chances à finir sur le podium, à fighter avec Perez à la fin, que de faire ce qu'il a fait là. Avec le drop de perfo qu'il y avait dans les derniers tours de l'intermédiaire, qui vraiment... Il a ce drop, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gomme sur le pneu. Et c'est là, c'est à mon avis ce qui a fait peur à Pirelli et à Mercedes pour dire là, c'est un peu vous jouez très gros là. Donc Mercedes, à mon avis, à juste titre, quitte à ce qu'il soit critiquable aujourd'hui, de dire 5 c'est nul. Et qu'on ait perdu 5 points. Au moins il a marqué et il finit 5. J'aurais probablement eu le même état d'esprit à partir du moment où tu passes ce cap et que tu sais qu'il reste même pas 10 tours, qu'il reste 8 tours, tu te dis non mais là je vais au bout. Là je vais aller au bout puis je me démerde avec ce que j'ai. Mais en F1 là les écarts étaient trop importants et je pense que les équipes avaient raison. Et pour Leclerc et pour Hamilton de l'arrêter.